Ces 3 derniers jours, les Formule 1 2022 ont roulé pour la première fois, c'était à Barcelone. Vous le savez, ce n'était pas retransmis, c'était même interdit au public car la Formule 1 a privilégié Bahreïn pour des questions d'argent. Pour autant, on a quand même eu droit à toutes les images, à toutes les infos, à plein de contenus. Preuve qu'il se passe à Barcelone la même chose qu'il se passera à Bahreïn, qu'il n'y avait pas de raison de ne pas nous le montrer et d'interdire l'accès au public, et qu'on s'est bien moqué de nous en appelant ça une session de pré-saison et non pas un essai hivernal. Mais bon, on n'est pas là pour ça, vous savez ce que j'en pense de toute manière, et on va enfin pouvoir passer à autre chose. Aujourd'hui, on fait le bilan de ces 3 jours de test. Étant donné qu'il s'agit de tests, on va rester extrêmement mesuré. D'ailleurs, ici ce n'est pas une analyse ou une prédiction, mais bien un bilan. Voici comment se sont passés ces 3 jours, ce qu'il y a à en dire, ce qu'il y a à retenir, rien de plus. Je vous invite donc toujours à replacer les choses dans leur contexte, à ne pas surinterpréter, à vous méfier, à ne pas tirer de conclusions hâtives, à ne pas vous servir seulement des chronos comme base d'analyse, etc., etc. La phrase de Lando Norris le premier soir résume bien les choses. Je cite « Je suis dégoûté d'être premier, maintenant vous allez croire qu'on est rapide et vous emballer en nous surcotant ». Évidemment il le dit avec de l'humour, mais l'idée est là, il faut prendre du recul. Les essais hivernaux, surtout les premiers, sont l'occasion de faire naître la voiture. Après des mois de simulation et d'assemblage, enfin elle peut rouler. On monte donc en gamme progressivement, des tours d'installation aux vérifications de toutes les pièces, on s'assure ensuite d'avoir parfaitement compris comment la machine se comporte. Concernant ce que font précisément les équipes, ça évidemment ça reste secret, chacune a un programme, une feuille de route, mais elle la garde pour elle. C'est pour ça qu'il faut se méfier des chronos, chacun ne teste pas la même chose au même moment, chacun n'a pas la même quantité d'essence, etc. Passons ensuite à une question que vous vous êtes peut-être posée en voyant des images sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est quoi cette peinture immonde? Eh bien ça s'appelle le Flovis et c'est une substance huileuse fluorescente que l'on va badigeonner sur la voiture ou plutôt sur une partie que l'on veut examiner. Cette peinture fraîche va être impactée par les mouvements de la voiture, l'air va venir dessiner sur elle des traits lors de son passage. Cela permet de mieux comprendre l'effet aérodynamique des différents éléments de la voiture car l'air passe dessus et on en voit la marque. Flovis, c'est Flow Visualization, littéralement en français, la visualisation du flux d'air. Une technique artisanale qui peut presque paraître rigolote ou amateur, mais qui est la plus efficace car elle traduit directement le réel, c'est le CFD dans la vraie vie. Et croyez-moi, les ingénieurs s'en servent énormément, ils regardent de très près la voiture quand elle revient en garage. Dans le même style, les nombreuses grilles que l'on peut voir sont des sondes avec des capteurs qui collectent énormément de données. Petit rappel, mais ça peut toujours être utile, surtout pour les novices, surtout à ce moment-là de la saison. Autre question qui a beaucoup fait parler, pourquoi les Formule 1 rebondissent comme ça? Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou! C'était le point de discussion et d'ailleurs c'est cool, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a expliqué, on va devenir de vrais experts en physique-chimie à la fin grâce à la Formule 1, je vais à mon tour vous l'expliquer et dans la description vous avez tout un tas de liens utiles sur ça et sur d'autres choses d'ailleurs. Alors déjà, vous le savez, ces nouvelles Formule 1 sont à effet de sol. Et l'effet de sol, c'est créer de l'appui en jouant sur l'air qui se trouve entre le sol et le dessous de la voiture, le fond plat. Avec cette technologie-là, à haute vitesse, les voitures s'affaissent vers le sol jusqu'au point où la compression est trop importante, où l'attraction, la succion devient trop importante et juste avant que ça touche le sol, tout se relâche dans un effet physique de réaction et la voiture remonte. Sauf qu'une fois revenu en haut, eh bien l'effet s'annule et l'effet de sol peut reprendre, la voiture s'affaisse, l'air se compresse, la succion opère, jusqu'au point où ça s'apprête à toucher, et ça remonte, et puis du coup ça peut redescendre, et ça remonte, et ça redescend, etc. etc. Et c'est ce qui crée le rebond. C'est un effet secondaire de l'effet de sol, en anglais ça s'appelle le porpoising, en français c'est le marsouinage. Oui, je sais, c'est moche, donc je compte sur vous dans les commentaires pour trouver un nom plus drôle et plus joli. Bon, ok, mais concrètement, est-ce que c'est mauvais? Eh bien oui, quand même un peu. Les équipes et la Formule 1 l'avaient anticipé, mais ne pensaient pas que ce serait si important.
En plus d'être inconfortable pour les pilotes, vous imaginez bien que c'est pas agréable de faire des rebonds sur toutes les lignes droites, eh bien ça peut endommager des pièces. Les Formule 1 sont faites de beaucoup de carbone, de petits éléments, ça peut les casser, les fissurer, les détacher, c'est pas idéal. Et puis comme ça arrive sur les grandes lignes droites, ça veut dire qu'au bout il y a un freinage, et pas facile d'aborder ce freinage quand la voiture rebondit de partout. Donc oui, concrètement, l'équipe qui aura le moins de marsouinage aura un avantage, et de ce qu'on a compris, ça se joue sur le réglage de la voiture. Par exemple, mercredi Ferrari n'en avait pas, elle a changé des choses et on en avait jeudi. Bon, a priori, rien de trop alarmant, mais la course aux solutions est déjà lancée, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer et qui s'en sortira le mieux. Ces 3 jours à Barcelone étaient aussi l'occasion de voir les vraies voitures en configuration piste. C'était donc la première apparition réelle de la McLaren ou de l'AlphaTauri par exemple, mais surtout de Red Bull ou de Haas qui nous avaient offert que de fausses images jusque-là. Pour ce qui est des différences techniques entre les voitures, on va attendre avant d'en parler. Vous inquiétez pas, je note tout, je me tiens au courant de tout, je regarde tout, mais ça évolue très vite, les équipes changent quasiment du jour au lendemain, et on va attendre plusieurs grands prix avant de voir les choix définitifs et surtout les performances que cela donne. Concernant l'impression laissée par ces nouvelles Formule 1, eh bien c'est qu'elles sont plutôt cool à conduire. Les pilotes ne se sont pas plaints de mauvaises surprises, au contraire même. Par contre, elles sont lourdes, extrêmement lourdes. Vous le savez, elles ont pris 42 kg durant l'hiver. Elles en pèsent quasiment 800, ce sont les plus lourdes de l'histoire. Et ça se voit, malheureusement. Elles ont l'air terriblement pataudes, rigides et difficiles à emmener dans les portions serrées et lentes. Personnellement, ce point ne me fait vraiment pas rêver, il a même tendance à m'inquiéter un petit peu. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, les pilotes ne s'en plaignent pas trop de ce poids et qu'on n'a pas encore vu en configuration course, donc on va attendre, mais pour moi, c'est évident qu'elles sont trop lourdes. Quant au grand objectif général annoncé de pouvoir mieux se suivre, eh bien, c'est pas tout mal, les pilotes interrogés ont tous senti une amélioration sur ce point. Bon, on n'a pas encore vu dans les conditions réelles, personne ne poussait vraiment, on n'est pas en course et on n'a pas encore assez de données, mais clairement, Verstappen, Sainz, Albon, Russell, tous ont dit que ça allait dans le bon sens, même si, et ça on le pressentait, ça va s'accompagner d'une réduction de l'aspiration sur les lignes droites et c'est mathématique. D'autre part, l'introduction du carburant E10 avec 10% de biocarburant s'est très bien déroulée. On a eu quelques pannes et quelques casses moteurs notamment à partir de jeudi midi, mais apparemment rien de directement lié avec ça, donc aucun souci à signaler au niveau de l'E10. Au niveau des vrais problèmes qui ont eu lieu en piste, voici un petit récapitulatif. Mercredi, Alpha a eu des pièces endommagées, abîmées. Haas a eu une fuite au niveau du refroidissement, a perdu son capomoteur en pleine piste et a endommagé son fond plat. Norris, lui, a dû être ramené au stand après un léger souci moteur et Alpine n'a pas pu utiliser son DRS. Jeudi, le moteur de Pérez a coupé, la boîte de vitesse serait responsable et Mazepin aussi s'est arrêté en piste. Lui, c'est la pompe à essence qui était en défaut. Enfin, vendredi matin, ça a été extrêmement animé. La voiture d'Alonso est partie en fumée, en cause un problème hydraulique. Mazepin a encore connu une fuite. Gasly a tapé au virage 5, abîmant sa suspension et son aileron avant. Zhou s'est tanké dans le gravier avant de refaire une erreur. Et enfin, Vettel a vu une fuite d'huile mettre fin à la journée d'Aston. Enfin, sachez que le vendredi après-midi, des camions ont volontairement inondé la piste pour qu'on puisse tester les conditions de pluie et les pneus qui vont avec, mais pas beaucoup de monde a roulé et ça a séché en 1h30, donc moyen. Au niveau des tours parcourus par les uns et les autres, je vous affiche ça sous forme de tableau. D'abord les équipes, vous voyez le retard pris par Haas et Alfa Romeo, Ferrari est la meilleure élève. Voici les pilotes, Sainz est le leader, Bottas est le dernier. Je vous invite à faire pause ou à faire un screen si vous voulez analyser ou conserver toutes ces données. Côté chrono, ça a roulé au mieux en 1,19 si vous voulez savoir, mais ça veut dire peu de choses. À titre de comparaison, la pole à Barcelone en 2021, c'était 1,16,7. Bon, je pense que ces temps ne veulent rien dire. Enfin, si vous vous posiez la question, eh bien non, aucune hiérarchie n'est apparue, même pas un embryon de hiérarchie, on ne peut rien dire. Rejetez donc les discours de ceux qui vous disent qu'un tel est favori et qu'un autre va déjà rater sa saison. Personne n'en sait rien.
On y verra sûrement beaucoup plus clair à Bahreïn, non seulement aux tests et ensuite aux essais du Grand Prix. Là, les équipes vont vraiment sortir leur vrai jeu car il n'y a plus rien à cacher, plus rien à développer. On verra, mais à l'heure actuelle, on est dans le flou le plus total et c'est d'ailleurs assez plaisant. Pour finir cette vidéo, on va faire un point sur chaque équipe en leur donnant une note entre A et C pour savoir comment s'est déroulé leurs 3 jours de test. Disclaimer, avoir A ne veut pas dire avoir la voiture la plus rapide et que l'écurie est favorite pour la saison, simplement que ça s'est bien passé à Barcelone. Et inversement, une équipe peut avoir C aujourd'hui et être en pole à Bahreïn, ça n'enlèvera pas que leurs essais de Barcelone auront été compliqués. Je pense que vous le savez et que vous l'avez compris, mais je le répète et ne vous vexez pas pour vos équipes favorites et je vous invite d'ailleurs à donner vos propres notes dans les commentaires. Alors, même si je viens de dire que la pire note serait C, je suis quand même obligé de mettre un D à As. On l'a vu, c'est l'écurie qui a le moins couru et de loin. Pas un seul tour le vendredi après-midi, extrêmement peu lors de la journée du mercredi. Ils ont fait 160 tours en 24 heures de roulage, c'est un peu plus de 6 tours par heure. Les équipes en ont quasiment toutes fait le double, voire largement plus du double. Ouais, ça démarre très très mal. En plus de ça, ils ont connu des soucis techniques qu'on a énumérés juste avant. C'est extrêmement mal parti. Et puis évidemment, surtout, il y a la situation géopolitique qui prend le dessus sur tout le reste. Ils ont perdu leur sponsor Uralkali, ils ont sûrement perdu Papa Mazepin, ils ont dû décoller des stickers entre la 2e et la 3e journée. Sincèrement, j'ai beaucoup de peine pour cette écurie, ils ne savent pas de quoi leur lendemain sera fait. Encore un coup du sort terrible qui leur tombe sur le visage. En plus, la voiture avait été extrêmement travaillée et n'avait pas l'air à la rue. On verra la suite pour eux, ils ne savent clairement pas de quoi sera fait leur avenir, ils doivent régler des questions très importantes dans les prochains jours, ça parle déjà d'un départ de Mazepin, ce qui évidemment est fort probable, mais bon, voilà, on va laisser les choses se faire, on en reparlera quand il y aura du concret, parce que la situation est trop grave, trop sérieuse, pour simplement blablater. Juste au-dessus d'eux, ce sera C+ pour Alfa Romeo. Eux aussi n'ont pas beaucoup roulé, seulement 15 tours de plus que As, c'est que dalle. Et ils ont connu des ennuis le mercredi, le vendredi. Rien de grave, en somme, mais surtout rien de positif à se mettre sous la dent. Le Rookie a roulé mais a fait quelques erreurs. Bottas n'a fait que 54 tours quand c'est 150 ou 200 pour tous les autres. Kubica a occupé inutilement une matinée. Voilà, il donne encore ce sentiment moyen, bof. Ce sera un B pour Alpine qui a longtemps pas pu utiliser son DRS, qui a pas mal été sujette au marsouinage et puis qui n'a roulé que 15 tours ce vendredi avec l'explosion du moteur d'Alonso. En soi, rien de très grave, mais les commentaires de l'espagnol ne sont pas extrêmement rassurants. Je vous invite quand même à bannir tout discours disant que leur moteur n'est pas fiable, car cela se base sur rien de concret. Mais voilà, le fait est qu'on ne peut pas dire qu'Alpine a vécu des tests absolument géniaux. C'est même des tests plutôt moyens, voire moyen moins, d'où mon B. Voilà, il faudra qu'ils se reprennent et qu'ils nous prouvent des choses à Bahreïn. On rentre ensuite au rayon des A- où je place 3 écuries discrètes qui n'ont pas réellement connu de grands temps forts ou de grands temps faibles, mais qui s'en sortent plutôt bien. Je parle de Williams, Aston Martin et AlphaTauri. Ces 3-là semblent bien nés, ont mené leur feuille de route sans gros contretemps, sauf peut-être la dernière après-midi pour Aston, et ils affichent plutôt une bonne confiance, une bonne stabilité, de bons retours. C'est cool. Pas plus à dire que ça, hâte de voir la suite pour eux, mais ça a bien démarré, bravo. Je donne également A- à Red Bull qui n'a connu comme réel ennui que la casse de la boîte de vitesse de Checo. Le Mexicain a d'ailleurs vécu des tests moins faciles que le champion du monde de coéquipier qu'il possède, qui lui a plutôt déroulé. À part ça, la RB18 s'est montrée un poil trop discrète. Elle n'impressionne pas vraiment à l'œil, n'a rien qui la distingue vraiment des autres. La voiture a l'air un peu rigide, capricieuse, sous-vireuse, on comprend pas trop. Un petit sentiment moyen donc, mais qu'il faut tempérer. Pour l'instant, aucune raison réelle et valable de les mettre en dessous de la mêlée. Ça va, A-, A. C'est pas le top du top, il y a 2-3 petites ombres, mais tranquille. Ensuite, pour terminer, j'ai un trio de A+. D'abord, Mercedes, qui a pris son temps et ne semble pas arriver avec un atout spécial dans sa manche comme ils ont eu auparavant, mais dont les tests ont été ultra propres
et ils ont fini par dominer les temps le vendredi. Ça vaut ce que ça vaut, clairement, mais en tout cas, ils sont bel et bien là, ils n'ont connu aucun souci, ils n'ont même pas forcé, Russell est déjà comme chez lui, 10 sur 10. Même note pour McLaren qui n'a affiché aucune ombre au tableau sur les 3 jours, la MCL 36 a même fait forte impression à certains, elle est très stable, très constante, ultra intéressant comme potentiel. Pas de conclusion à en tirer sur leur niveau de performance, mais leurs débuts sont parfaits. C'est également le cas de Ferrari qui a couvert le plus de tours avec sa F1 75, qui n'a pas connu le moindre petit accroc, qui a trusté les meilleurs temps, a répondu à tout, a brillé sur la piste. Ce sont eux qui récoltent les murmures les plus favorables dans le paddock, mais ne comptez pas sur moi pour les alimenter. La seule réponse, elle viendra à Bahreïn, on va donc attendre, mais il est vrai que la Scuderia a commencé 2022 de la manière la plus optimale possible. Bravo. D pour As, C+ pour Alfa Romeo, B pour Alpine, A- pour Williams, Aston, AlphaTauri et Red Bull, A+ pour Mercedes, McLaren et Ferrari. Voilà comment je résumerai ces essais de Barcelone. Je rappelle que ce n'est pas la performance, mais comment ça s'est déroulé pour chacun. Donnez vos notes, donnez vos avis. Je vous attends dans les commentaires comme chaque soir. Tout en vous disant qu'il y aura très certainement un live demain matin, dimanche 28 février à 9 h pour qu'on découvre ensemble l'Alfa Romeo et qu'on débriefe ses essais hivernaux. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description, allez me suivre pour être alerté en cas de live. Et bien je vous rappelle les marches à suivre, le like, le partage, l'abonnement, le suivi sur Twitter ou Instagram et également tout plein de liens super intéressants que je vous ai glissés en description. Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu. Je ne prends pas plus de votre temps, merci de votre écoute et de votre soutien. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que pour arriver premier, il faut déjà réussir ses essais. À bientôt.